C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? L'hypnose thérapeutique avec Isabelle Ablin. Merci Francine. Alors, on y va. Coucou. Bonjour tout le monde, merci à tous d'écouter Le Plein de Sens. Comment ça va Anne-Sophie ? Je vais très bien Grégory, et toi-même? Eh bien, comme tout le monde peut le constater, je suis dans une forme olympique Et naturel. et naturelle. Non, ça va très bien, je suis content. Je voulais juste te dire un petit mot, si tu me le permets, avant de commencer, pour remercier les gens qui nous suivent sur Tipeee et qui nous soutiennent, puisque en fin d'année dernière, il y a quelques temps, on a fait un podcast avec un petit message disant n'hésitez pas à nous donner des sous sur Tipeee si vous voulez nous soutenir, parce qu'on ne sait pas combien de temps on pourra continuer à faire ce podcast et tout. Et il y a beaucoup de gens qui donnent, donc merci beaucoup. C'est vrai, ça fait plaisir. Et pour tous ceux qui veulent continuer à nous soutenir et qui le peuvent, continuez du coup, parce que c'est trop cool. Ouais, et puis En réalité. nous on aime bien faire la quête. Et puis ça peut faire effet boule de neige, c'est ça que je me dis, tu vois. Forcément, sur le site Tipeee, si on commence à avoir un peu plus de gens qui donnent, hop, Tipeee va nous mettre en avant. Là, il y a les Américains qui vont faire « Oh, The Plan de Sens ! Oh, j'adore !» C'est marrant parce que c'est des Américains qui ont quand même l'accent du sud-ouest. Ils parlent comme ça dans le sud des États-Unis, ils parlent comme ça. Donc voilà, merci à tous et c'est trop cool. Maintenant, nous allons bien sûr attaquer ce podcast dans le thème du jour qui sera l'hypnose. Oui, c'est ça, particulièrement chez les enfants et les adolescents. Nous allons vous présenter surtout Isabelle Ablin. Ouais, elle forme, je crois, des hypnothérapeutes, puisqu'on Oui. va parler d'hypnothérapie, mais pas d'hypnose spectacle, attention, vous prenez pour un pilote d'avion et maintenant vous parlez avec l'accent du Sud. Et puis tout le monde qui rigole sur un plateau. C'est trop marrant. Bon. Pourtant, c'est pas non plus le meilleur sketch. Non, et j'avoue, moi, il y a rien qui m'a plus gêné à la télé que des trucs avec des gens qui sont soi-disant hypnotisés. Et il y avait même une émission à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, où genre ils hypnotisaient le gars. Ils lui disaient voilà, tu te prends pour un docteur, imaginons, et ils le prenaient en taxi. Il l'emmenait dans un. Oui. Enfin, là, je donne un exemple. Ouais. Ils n'ont pas fait ça avec un médecin, mais ils ont fait ça avec des pilotes d'avion et tout. Où ils l'emmenaient sur le lieu du travail. Et genre, soi-disant, la star était toujours sous hypnose pendant 2 heures de trafic en plus dans Paris, tu vois, dans les bouchons. Et puis après, la personne arrivait hypnotisée sur son soi-disant lieu de travail. Tu vois, donc la star pensait qu'elle était vraiment pilote d'avion. Et puis elle était là, je me dirigeais vers l'avion pour la conduire. Et puis tout le monde était mort de rire autour. Et je me disais, mais. Enfin, j'avais du mal à y croire. Mais tu vois. c'est surtout, c'est ce genre de truc qui te donne une image de l'hypnose qui te fait peur justement de perdre tous tes moyens et d'avoir en face de toi un hypnothérapeute qui peut te demander tes codes de carte bleue. Alors que c'est pas du tout ça. Moi, j'ai vu une hypnothérapeute. Dit J'aime pas quand je parle. hypnothérapeute et intestin. J'aime pas quand je parle du nez. Une hypnothérapeute qui avait un bel intestin. Pourquoi je parle du nez des fois? Tu sais, il y a mon trou. Tu vois t'as un canal qui s'ouvre pour que l'eau, pour que l'eau ou l'air sorte du nez. D'ailleurs, plutôt de l'air, c'est moins gênant. Mais des fois, il s'ouvre tout seul ce canal. C'est chiant. Bon bref, ça s'était pas super bien passé. Moi, je n'ai pas trouvé ça ouf, mais au moins, voilà, j'ai fait l'expérience et pour ça c'est cool. Par contre, j'ai eu déjà des gens qui m'ont dit que c'était super. Pour régler certains problèmes de leur vie. Mais bon, j'ai l'impression que si on en parle nous, de toute façon, ça va pas être ouf parce que c'est pas notre spécialité. C'est pas notre cœur de métier, ouais. Alors que regarde qui vient de se connecter sur ton bel ordinateur de marque Dyson. Je cherchais à dire n'importe quoi, mais bon, du coup, c'est n'importe quoi. Elle s'appelle Isabelle, ça y est, elle est là, elle est avec nous. Tu l'accueilles? Vas-y, accueille-la, toi. Coucou Isabelle. Ouais, et toi? Super. Oui. Ok. Oui, toi aussi, bisous. Bisous. Voilà, donc son micro, je ne sais pas s'il a été enregistré parce qu'on a des petits problèmes de connexion, mais nous, on a passé un super podcast. Au revoir. Allez, on l'accueille pour de vrai ou pas? Allez, on l'accueille pour de vrai. Salut Isabelle. Coucou Anso, coucou Greg. Merci beaucoup d'être avec nous, Isabelle. Merci à vous pour l'invite, c'est cool. Nous aussi, c'est cool. Alors, comment on a eu ton contact déjà? Parce qu'on commence à avoir un réseau d'invités qui dit « Ah, tu devrais inviter mon beau-frère. » Ouais, alors je vais te dire qui nous a donné le contact et je l'appelle maintenant Tata.
en vrai. C'est Isabelle Payot. Et quand on s'échange Tout à des fait. mails, je l'appelle Tata Isa parce qu'elle me donne beaucoup de numéros de téléphone d'invités qu'on a. Et c'est vrai qu'Isabelle Payot, on avait démarré cette nouvelle saison avec elle. Oui. On avait fait un super podcast sur la communication. Que vous Et- pouvez écouter si vous l'avez pas fait, parce que si vous l'avez pas fait, c'est vraiment un manque de respect. Ouais, pour Tata. Et donc, du coup, c'est Isabelle qui m'a conseillé Isabelle. Enfin, n'est-ce pas cocasse, tous ces prénoms C'est qui très, sont très cocasse. similaires. C'est ça. Alors Isabelle, on disait tout à l'heure que tu avais fondé... j'ai déjà oublié. Kiddy Mind ou Kiddy Mind, je sais Oui, pas en comment fait- on dit. Kiddy Mine, ouais. Ok. On peut dire Kiddy Mind, super. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? Voilà, imaginons, on se croise dans la rue, on te dit « Ah, bonjour Isabelle, c'est pas toi qui as créé Kiddy Mind ?» Mais au fait, qu'est-ce que c'est? Alors, Kiddy Mine, c'est un programme d'accompagnement pour les thérapeutes. Alors, au départ, pour les hypnothérapeutes qui souhaitent travailler spécifiquement avec les enfants, mais qui ne savent pas comment adapter l'hypnose. Parce que, d'une, on ne travaille pas avec les enfants, on les accompagne pas sur le plan thérapeutique comme on accompagnerait les adultes. Et puis, de deux, quand on utilise l'hypnose, on l'utilise pas de la même façon avec les enfants qu'avec les adultes. Donc, moi, je leur apprends à adapter tout ça et à accompagner les plus petits. Donc ce sont des psychiatres, des psychologues, des coachs de vie. Hypnothérapeute. Qui sont ces professionnels qui viennent vers toi? Est-ce qu'il y a des limites ou est-ce que c'est ouvert à n'importe qui, monsieur ou madame tout le monde qui veut faire une formation un jour par exemple? Alors, c'est pas ouvert à n'importe qui. L'idée, c'est d'être déjà professionnel de l'accompagnement. Ok. Si tu veux, moi, je l'avais pensé vraiment au départ pour alors, hypnothérapeutes, praticiens en hypnose, il y a plusieurs appellations. Des gens qui sont pas forcément issus du monde de l'accompagnement. D'ailleurs, parfois, ce sont des reconversions. Le minimum requis, c'est déjà d'avoir une formation au moins en hypnose de base ou d'être professionnel de l'accompagnement. Et si tu veux, moi, j'ai créé au départ cette formation parce que ce sont des cours en ligne, en fait, qui sont hébergés sur une plateforme. Et donc, les gens qui rejoignent suivent ces différents cours où j'aborde différents axes qui me paraissent essentiels, puisque moi-même, j'ai travaillé 20 ans en institution en tant que professionnelle de l'accompagnement. D'accord. Donc, j'avais plein de choses à partager là-dessus. Et quand je me suis formée en hypnose, au départ, pas du tout pour en faire mon métier, puisque j'étais encore chef de service éducatif et que l'hypnose était un outil qui m'intéressait. Donc, je m'y suis formée plus par curiosité et puis pour avoir aussi un ailleurs, parce que ça faisait plusieurs années que je travaillais dans le champ de l'autisme et que j'avais besoin de diversifier aussi un peu les formations que je faisais. Mais quand je suis sortie de formation, je me suis dit, waouh, génial cet outil-là. Qu'est-ce que ça m'aurait aidé moi quand j'étais éducatrice spécialisée pour pouvoir proposer plein de choses aux enfants et aux ados que j'ai accompagnés et même aux adultes. Et assez rapidement a germé l'idée de pouvoir m'installer moi-même en libéral, donc de quitter mon poste de chef de service pour accompagner les enfants avec cet outil-là. Mais très vite, je me suis dit, ok, super, j'ai appris plein de techniques très, très chouettes, mais concrètement, comment j'adapte ça aux enfants? Et donc, moi, j'ai beaucoup cherché, beaucoup tâtonné, et petit à petit, j'ai testé plein de choses en cabinet, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup formée, et jusqu'à ce que je développe quand même cette spécialité, parce que quand je me suis installée en 2016, il y avait peu d'hypnose spécialisée en enfants et ados. Et de plus en plus, j'ai eu beaucoup de collègues, en fait, qui sont venus me dire, bon sang, mais comment tu fais pour accompagner les enfants et les ados? En fait, c'est hyper compliqué. Moi, je sais pas gérer les parents. Et puis, quand je fais ce que j'ai appris en formation, je sens que les enfants s'ennuient. Donc, voilà. Donc, j'avais beaucoup de questions comme ça. Et a germé aussi cette idée de peut-être un jour former à mon tour d'autres hypnos. Donc, au départ, c'était pour les hypnothérapeutes qui avaient envie d'aller un peu plus loin pour les enfants. Et puis, à ma grande surprise, qui n'en est pas une, en fait, avec le recul, mais mon parcours dans l'éducation spécialisée a fait que j'ai attiré aussi pas mal de collègues EduxP eux-mêmes qui s'étaient formés à l'hypnose ou à la PNL, à la sophrologie, et puis aussi des médecins, des psychomotriciens, des orthophonistes qui avaient envie de pouvoir utiliser cet outil dans leurs séances. Mais du D'accord. coup, Isabelle, pour qu'on comprenne bien, parce que tu as dit plein de choses ultra intéressantes, par exemple que l'hypnose, elle s'adapte pas de la même façon aux adultes qu'aux enfants, et ça, j'aimerais bien qu'on y revienne, parce que moi, par exemple, je fais pas la différence. Mais d'abord, est-ce que c'est peut-être une question bête, mais quand on pense hypnose, on pense tout de suite Mesmer, on pense hypnose spectacle. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer la différence? Est-ce qu'il y a des vraies différences ou est-ce qu'on atteint les mêmes régions du cerveau? Enfin, je sais rien. C'est bien de donner effectivement de commencer par une définition un peu globale de l'hypnose. Ouais, parce tout que à même, fait. C'est vrai que je suis partie un peu. Non, mais pas du tout. Si, c'est ta faute.
faute, Isa. C'est pas du tout un reproche, mais c'est que je me dis qu'il y a forcément des gens, même pour qui, alors ça peut faire penser à l'hypnose spectacle, et puis il y a aussi le côté peut-être pas, c'est peut-être pas aussi pris aussi sérieusement que la médecine classique. On peut peut-être douter de la véracité et l'efficacité de l'hypnose. Donc voilà, si tu veux nous faire un petit exposé sur l'hypnose, nous asseyons, nous prenons nos petites notes. Je vais sortir mes petits PowerPoint. Non, bah ouais, bien sûr, c'est une très bonne question parce que forcément, l'hypnose, dans l'inconscient collectif, en tout cas, il y a quelque chose autour de ah, mais tu vas me faire la poule ou m'endormir. Alors, ce sont les mêmes. On va dire qu'on utilise des techniques qui sont alors similaires. C'est la même hypnose, mais on ne va pas l'utiliser de la même manière. C'est-à-dire qu'en cabinet, bien évidemment, on ne va pas aller faire la poule à la personne qu'on accompagne. C'est absolument pas le but. L'idée, c'est vraiment on part du principe que là, par exemple, tous les trois, a priori, on est dans un état de conscience ordinaire, a priori, pour peu qu'il y ait un état de conscience ordinaire. Avec l'hypnose, c'est comme si on pouvait aller chercher, en tout cas, on va amener la personne dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, qui va permettre petit à petit de lâcher les barrières du conscient, et puis du coup de plus être forcément entravé par toutes nos croyances limitantes. Et donc, on va aller travailler. Moi, j'aime beaucoup travailler, par exemple, avec des parties de soi. Donc, ça peut paraître particulier, mais par exemple, aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Quand je sens qu'il y a une émotion qui arrive pendant la séance, je vais aller pointer cette émotion-là. En disant à la personne, tiens, qu'est-ce qui se passe là pour vous? C'est quoi cette émotion? Où est-ce qu'elle est située dans votre corps? Et puis, par exemple, si la personne me dit, bah, elle est là, dans la gorge, moi, je vais lui proposer de faire comme si je prenais cette émotion-là. Et puis, on va commencer à discuter avec cette émotion-là. Et c'est quelque chose qui est très puissant parce que c'est un peu comme si on se retrouvait à trois dans la séance, finalement. Et on se rend compte qu'en travaillant, alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en travaillant de cette manière-là, par exemple, quand je vais dire à la personne, bah, tiens, demandez à votre colère pour quelle raison elle est là, ou est-ce que à un moment donné il y a une bonne raison pour laquelle elle est arrivée, et on se rend compte que très vite il y a une réponse qui arrive, et ça c'est une réponse qui n'est pas bloquée par tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre en tout cas. Et donc, quand on va aller chercher cette réponse-là, on n'est pas sur des réponses qu'on aurait dans le cadre d'une discussion classique, parce qu'on va faire appel à quelque chose de beaucoup plus spontané. Et puis voilà, parce que ça permet effectivement de contourner ce que la personne va se raconter consciemment dans son quotidien. Alors moi, je sais pas si c'est clair. C'est très clair. Si, c'est très clair. Ce côté état modifié de conscience. Alors moi, j'ai déjà essayé l'hypnose, mais je le disais tout à l'heure avec un praticien, peut-être avec qui ça collait pas trop parce que ça m'a pas subjugué plus que ça. J'ai vécu ça plus comme une méditation, à la rigueur. Ça m'a vraiment calmé. Mais par contre, je me souviens très bien de quoi j'avais peur avant. Et je vais peut-être paraître suspect en disant ça, mais tant pis. J'avais peur de perdre le contrôle de ce que je pouvais dire, et j'avais peur de dire du coup des choses que je n'avais jamais dit à personne, et peut-être paraître bête en avouant oui, peut-être que j'ai trompé ma femme, oui, peut-être que j'ai enterré ma belle-mère alors qu'elle était encore vivante. Je veux dire, ce genre d'erreur qu'on fait tous quand on est un peu distrait. Non mais je sais pas si tu vois si tu vois très bien ce que je veux dire, mais il y a quand même des choses, forcément, même si c'est pas très grave, qu'on n'a pas envie de partager, de crainte d'être jugé ou. Enfin, c'est lié au lâcher prise, quoi. Est-ce que du coup ça arrive ça pendant une session d'hypnose? Est-ce qu'on peut dire des choses et regretter derrière et se dire mince, pourquoi j'ai dit ça? Alors, avant de te répondre, je vais revenir sur le premier truc que tu as dit. Je suis allée voir un praticien avec qui peut-être ça n'avait pas forcément collé. Pour moi, ça, c'est la base. C'est-à-dire que c'est 80% de ce qui va faire la réussite, entre guillemets, ça serait à définir pour chacun, mais d'un accompagnement, c'est la relation, la qualité de la relation que tu vas créer, en tout cas que le praticien qui te reçoit va créer pour toi. Ça, typiquement, par exemple, dans Kiddy Mind, moi, le premier module, c'est le cadre. C'est le cadre d'accompagnement que tu poses à tous les niveaux, et avec le cadre vient la posture en tant qu'accompagnant. C'est comment toi, en tant qu'accompagnant, tu vas créer un cadre suffisamment sécurisant pour expliquer à l'autre ce qui va se passer, ce qui peut se passer,
on ne perd pas le contrôle avec l'hypnose. Pour moi, on est plus sur une reprise de contrôle sur soi-même. Tu vois, parce que, par exemple, quelqu'un qui viendra en cabinet pour dire je viens parce que j'ai envie d'arrêter de fumer. Et moi, très souvent, j'ai eu des gens qui me disaient mais j'ai peur de perdre le contrôle. Donc déjà, moi, je dis super, merci de me le dire, parce que quand tu identifies ce type de peur, tu vas pouvoir expliquer à la personne ce qui se passe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pour reprendre cet exemple, par exemple, de quelqu'un qui veut arrêter de fumer, c'est de lui renvoyer que, pourtant, si vous avez l'impression de contrôler beaucoup de choses dans votre vie, là, a priori, il y a quelque chose que vous ne contrôlez pas, puisque vous avez envie d'arrêter de fumer et vous n'y arrivez pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est pas vous qui avez le contrôle, c'est la cigarette qui a le contrôle sur vous. Et donc, déjà, tu vois, tu permets aussi de commencer avec des changements d'angle. Moi, pour les gens, par exemple, je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans le contrôle. je suis une plaie pour les collègues quand je me souviens quand j'étais en formation, parce que effectivement, il y avait des choses que j'avais pas envie de dire. Dès que j'étais pas hyper à l'aise avec quelqu'un, ça passait pas du tout. Je partais pas du tout dans là où la personne avait envie de m'emmener. Donc, je sais combien c'est important de se sentir à l'aise. Et puis, je sais aussi qu'on n'est pas forcément le bon accompagnant pour tout le monde. Donc, moi, je suis très OK aussi avec l'idée que si ça passe pas entre vous et moi, il n'y a pas de souci. Il y a plein de thérapeutes sur cette planète. Vous serez tout à fait libre d'aller voir quelqu'un d'autre. Le fait de poser des choses comme ça aussi, déjà, ça permet de lâcher prise. Tu parlais de lâcher prise, Anso, tu vois. Et les gens qui sont dans le contrôle, tu peux aussi les autoriser à contrôler à mort. D'accord. Et donc, le fait de. Et puis, quelqu'un qui ne voudrait pas dire, ou que je sens pour qui c'est compliqué, moi, je vais pouvoir travailler complètement à l'aveugle et dire à la personne, si vous n'avez pas envie, moi, j'ai pas besoin de contenu. En fait, ce qui est intéressant quand on accompagne avec l'hypnose, c'est que pour moi, on crée un cadre et on crée un contexte dans lequel la personne, elle va pouvoir faire son propre cheminement. C'est ce truc qu'on entend souvent, vous avez votre solution, la solution est en vous, etc. C'est vrai que quand on entend ça, on se dit, c'est bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli. En même temps, je sens bien que je suis coincée dans mon problème. Si la solution était en moi, j'irais la chercher et puis ce serait terminé. Pour moi, le boulot d'un accompagnant, c'est justement de venir créer un cadre et un contexte qui va permettre que la personne, elle puisse faire ce voyage intérieur. Et l'hypnose, mais il y a plein d'outils, mais l'hypnose est un bel outil pour ça, parce qu'on pourrait se contenter de faire une séance complète uniquement en posant des questions sans savoir ce qui se passe précisément pour la personne. Et donc, la personne peut vivre son truc et on va pouvoir relancer. Par exemple, moi, très, très régulièrement, et notamment pour les ados dont je sens qu'ils n'ont pas forcément envie de se livrer, je vais lui dire, tu sais, tu n'es pas du tout obligé de me raconter ce qui se passe pour toi. Je vais te poser des questions. Tu écoutes la réponse qui vient à l'intérieur de toi. Tu n'es pas du tout obligé de me répondre. Voire même selon le type de personne, je vais leur dire, vous ne me répondez pas, je ne veux pas savoir. Et à la place, vous allez me dire un nom de couleur, par exemple. Et donc, je vais commencer en disant, quel est ton problème? Et puis, la personne, elle écoute sa réponse, c'est rouge. Moi, je ne sais pas ce que c'est rouge. Et on avance comme ça. Et ce qui est génial avec cette façon de procéder, c'est que là où, avec des réponses verbale que la personne me ferait, elle peut être tentée, alors soit de partir dans un espèce de blabla, il y a plein de gens qui arrivent dans nos cabinets comme ça, qui ont une espèce de diarrhée verbale et qui racontent. Donc ça, souvent, à ces personnes-là, je vais leur proposer ce type d'accompagnement. Mais c'est surtout que on peut avoir tendance, justement pour pas perdre le contrôle, ce que tu disais tout à l'heure, à travestir, entre guillemets, un peu la vérité, parce que j'ai pas trop envie, ce thérapeute, je le connais pas trop, j'ai pas envie qu'il sache tout de suite. Si tu ne dis pas, et si par exemple, ton problème, c'est je trouve que je suis une grosse merde, ce qui est ce que se disent beaucoup de gens sur cette planète, quand même. Quelqu'un t'a parlé de nous, apparemment. Ça fuite. En fait, t'es télépathe, c'est pas une thérapeute. Évidemment. Mais typiquement, si la personne se dit ça, déjà, elle n'en a pas toujours conscience qu'elle se le dit de cette manière-là. Et si je lui pose la question et que j'attends une réponse verbale, il y a 99% de chances qu'elle ne me dise pas ça. Elle va me dire, c'est compliqué avec mon mari, c'est difficile avec mes collègues, j'ai pas confiance en moi. Sauf que comme je l'autorise à rien dire, c'est souvent la petite voix qu'on entend et qu'on n'a pas trop envie d'entendre qui va se manifester. Parce qu'en plus, ce que je précise, c'est je vous demande d'écouter la première réponse qui vient, pas celle qui vous arrange. Le premier truc qui vient, même si c'est bizarre ou désagréable. Et donc, si cette première phrase, c'est ça,
pouf, mais des fois en 2 questions, on a une émotion très forte qui monte. Et moi, c'est ça que je vais chercher en fait. Moi, je travaille beaucoup avec l'émotion et je vais dire, OK, c'est quoi cette émotion-là? Et on travaille à partir de ça, elle est là depuis quand, etc. Et on peut remonter. J'ai beaucoup de gens qui me disaient, mais c'est incroyable, j'ai fait des années de thérapie et jamais on est allé sur ce truc-là. Ou au contraire, ou en parallèle, ah ben c'est fou que ce truc arrive encore, je pensais l'avoir réglé. Ok, peut-être que effectivement vous l'avez bossé et que ça avait été réglé, mais peut-être que l'émotion qui est associée à ce problème que vous avez eu, elle est toujours là. Et il n'y a personne qui lui a dit, ouh, c'est bon en fait, là, cette émotion, elle n'a rien à faire dans le présent. Elle appartient au passé, ça fait partie de ce truc-là. Donc l'hypnose va permettre ça. Et c'est évidemment pour que tout ça fonctionne, tu le disais tout à l'heure, mais je vais le répéter quand même, pour ceux qui n'ont pas l'habitude forcément d'aller vers des thérapeutes de base, c'est normal effectivement de prendre le temps, en tout cas des fois, pour trouver la bonne personne. Oui, dans la tous personne les qu'il me domaines. faut. Parce que j'ai entendu trop de gens autour de moi dire oui, j'ai essayé les psychiatres, mais c'est pas pour moi, voilà, parce qu'il y a eu une rencontre et c'était pas bien. Et on peut décliner ça avec n'importe quoi, des naturopathes, des hypnothérapeutes. Et en fait, c'est aussi absurde en fait qu'arriver en tant qu'être humain sur la planète, parler à une personne et se dire moi je veux pas avoir d'amis. Les humains, ça m'intéresse pas, je veux pas être ami avec eux parce que j'ai essayé. Et, oui, c'est vrai. Et en fait, ça parle que de foot. Non, ça me plaît pas. Bah, il y en a d'autres quand même autour. Exactement. C'est comme, enfin, faut vraiment cette relation de confiance pour pouvoir. En tout cas, faire un vrai travail constructif. Et alors justement, tu parlais des enfants et adolescents qui sont ta spécialité. Qu'est-ce qui va être différent entre un adulte et un enfant ou un adolescent? Déjà, là, ce qui est différent, c'est que c'est rarement l'enfant ou l'ado qui prend rendez-vous pour lui-même. Ouais. C'est souvent son parent. Et donc, ça part souvent d'une demande du parent qui peut être effectivement exprimée par l'enfant, retraduite par le parent, etc. Mais déjà, d'emblée, le début de l'accompagnement n'est pas le même qu'un adulte qui, pour lui-même, choisit de prendre rendez-vous. Et donc, on se retrouve très souvent avec une double demande qui peut être la demande du parent. Moi, j'en peux plus, c'est hyper compliqué à l'école, à la maison, mon enfant n'écoute rien. Et l'enfant qui, lui, va pas dire moi, j'en peux plus, je suis insupportable. Il va pas avoir cette demande-là. L'enfant, lui, il va dire bah oui, mais c'est compliqué à la maison, ou moi, je me sens pas bien, je me fais embêter par tous mes copains, la maîtresse, elle est méchante avec moi, à la maison, je suis punie tout le temps. Donc, on est déjà sur 2 demandes différentes. Et donc, c'est là que ça va être important déjà d'emblée d'avoir, je reviens au cadre, mais d'avoir un cadre d'accompagnement qui permette aussi dès le départ, à la fois aux parents de se sentir accueillis, parce que c'est une réalité. En fait, on a 2 réalités qui sont vraies, sauf qu'elles sont chacune vécues par un prisme différent. Et donc, c'est comment on va faire en sorte d'accueillir à la fois la réalité du parent ou des parents et puis celle de l'enfant, tout en faisant en sorte que chacun n'ait pas l'impression qu'on prend parti pour l'autre, et en gardant en tête que celui qu'on va accompagner, c'est quand même l'enfant. Et donc, ça va demander aussi ça, qu'on puisse recadrer aussi parfois le parent en disant « Ok, vous avez votre demande à vous. Là, c'est votre enfant que je vais accompagner. » Et il n'est pas rare qu'au bout de 1, 2 séances, parfois, on puisse se dire « En fait, cet enfant, il va plutôt bien. » Mais on sent bien que le parent, c'est compliqué. Et donc, voilà, il peut arriver aussi qu'on propose, c'est toujours une proposition, mais qu'on propose aux parents d'être, lui, accompagné. Parce que on est dans un système familial et que quand on travaille de manière systémique, c'est pas toujours avec l'enfant qui va être plus pertinent de travailler, mais plutôt avec le parent. Et par son réajustement dans sa posture de parent, toute la famille va bouger à un moment donné. C'est super que tu dises ça. Ça m'a fait un espèce de déclic. Il y a des fois comme ça, on a des conversations, il y a des trucs qui s'éclairent d'un coup, et je trouve ça génial qu'on en parle, parce que c'est vrai que on va dire qu'en tant qu'être humain qui se pose pas forcément des questions sur sa vie, se remet pas forcément en question, on peut facilement avoir tendance à penser que quand on a un problème avec sa femme,
avec son voisin, avec ses enfants. En fait, si ces personnes-là nous énervent, ça vient forcément de ces personnes-là qui font tout pour nous énerver. Et c'est vrai que quand on commence un peu à travailler sur soi, c'est marrant de voir à quel point, enfin marrant, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas c'est intéressant de voir à quel point parfois on est responsable de l'impact qu'ont les gens ou les choses sur nous, et qu'à partir du moment où on travaille sur nous et qu'on arrive, alors attention, je dis pas que c'est le cas dans 100% des cas, hein. Si t'es avec quelqu'un qui te frappe et qui te rend malheureux, là pour le coup. Oui, mais c'est pas évident. Mais en tout cas, on peut avoir comme ça des attitudes de gens, des paroles qui vont appuyer sur des traumatismes que nous on a et qui vont nous faire partir au quart de tour. Et donc ça doit être génial quand t'emmènes ton enfant et qu'une personne te fait comprendre que t'as des trucs à régler. Enfin, je veux dire, c'est génial. Ça doit quand même te secouer quelque part. Ouais, mais au final, j'imagine que les gens, si vraiment ils font le travail, ils doivent être hyper heureux derrière parce qu'ils sont libérés aussi. Et c'est bien pour leurs enfants aussi qui du coup sont soulagés. Mais d'ailleurs, c'est bien reçu ça, Isabelle, de la part de ces personnes dont tu donnes l'exemple. Alors oui, c'est toujours pareil, c'est la manière aussi dont tu vas l'exprimer aux parents. C'est sûr que si tu lui dis, bon, écoutez, votre enfant, il va bien, par contre, là, le prochain rendez-vous, c'est vous, je suis pas sûre que ça passe. C'est un peu frontal. Tu vois, moi, souvent, je vais plutôt dire, écoutez, moi, je trouve que votre enfant va plutôt bien, et vous? Et je me tais. Et là, souvent, on a une maman qui s'effondre en larmes. Très souvent, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est aussi laisser le choix à l'autre et de lui dire, peut-être que ça peut être chouette aussi. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que, alors je dis beaucoup les mamans, parce que c'est vrai qu'on les voit plus en cabinet, mais ça concerne aussi les papas, bien évidemment. Mais c'est vrai que les mamans, souvent, elles ont tendance à se faire passer en dernier aussi au sein de la famille et qu'elles n'ont pas toujours conscience que de prendre ce temps pour elles, pour aller voir ce qui se passe et prendre, tu parlais de responsabilité, Greg, tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est prendre la responsabilité et pas la culpabilité ou la faute, mais c'est comment je regarde la responsabilité émotionnelle, la responsabilité de ce que je vis et moi, je vais toujours à un moment donné questionner OK, et si jamais votre enfant ne changeait jamais, voire même si ça s'empirait, et si votre mari ne changeait jamais, voire même si ça s'empirait, si votre patron, tu peux le décliner comme tu veux, qu'est-ce que vous pourriez changer? Parce que finalement, attendre de l'autre qu'il change, c'est pas du tout prendre sa responsabilité, c'est attendre de l'autre qu'il change et c'est demander quelque chose qui ne dépend pas de soi. Et donc, moi, je cherche toujours aussi à ramener la personne, parent et enfant, à revenir vers lui-même. OK, qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Imaginons que rien ne change. Qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir faire? Parce que c'est bien la seule chose sur laquelle on peut agir. C'est sur la manière dont on ressent tel type de situation, la manière dont on pense, la manière dont on se raconte les choses. C'est soi. Ça, on peut avoir une action dessus. Demander à la maîtresse d'être plus sympa ou à son patron d'être moins con, on ne peut rien y faire, malheureusement. C'est hyper intéressant que tu rappelles ça, Isabelle, en vrai, parce que c'est vraiment... j'ai même envie de dire que c'est un outil, même limite, de se recentrer comme ça, se poser la question de temps en temps. Mettre la vie en pause et se poser la question, c'est intéressant. Ce côté, tiens, qu'est-ce que je peux changer moi? Et j'imagine, par exemple, que parfois, il y a des parents qui ont du mal avec leur enfant parce que l'enfant, il est plein de vie, qu'il est joyeux, qu'il est là, il est vivant. Quand il vit sous ton toit, tu le sens. Et que si tu es en fin de journée à la maison avec ton enfant, que ton travail te demande beaucoup, de prendre déjà beaucoup sur toi, que tu souffres, que la maison, c'est le seul moment où tu peux souffler et que le moindre bruit, du coup, le moindre mouvement vient t'énerver, tu peux, j'imagine, penser « Oh là là, mon fils ou ma fille, il y a un problème, il est hyperactif, ou il fait trop de bruit, ou il ne sait pas tenir en place, machin. » Alors qu'en réalité, c'est « Tiens, imagine dans un autre contexte, si tu faisais un boulot dans lequel tu étais épanoui, créatif, si tu aimes la créativité, que tu te sentais bien, est-ce que le soir, tu ne serais pas dans un meilleur état ?» Et ça nous arrive, de toute façon, à tous, on peut l'expérimenter. Il y a des fois, nos enfants, ils sont à balle, je ne sais pas comment dire, mais ils sont partout. Et on les regarde en se disant « Mais qu'est-ce que c'est beau !» C'est ça la vie, qu'est-ce que je suis fier d'eux.
Et puis d'autres fois où Et il y en a d'autres, on va dire mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Mais en fait, c'est le même comportement d'enfant. Mais nous à côté. C'est ça. Et la question, ça devrait être, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, je ne supporte pas et que parfois, je peux supporter. Et après, c'est normal, on a tous nos limites et l'idée, c'est pas d'aller vers un état où on supporterait tout le temps des cris et de l'agitation, parce que souvent aussi, ça raconte un besoin propre qui n'est pas comblé ou qui n'est pas entendu. Et souvent, en plus, les enfants peuvent être aussi un peu le réceptacle de difficultés d'harmonisation au niveau de l'éducation dans le couple, par exemple. Et c'est comment je vais, un enfant qui va faire n'importe quoi et puis un parent qui se positionne pas comme l'autre aurait voulu. Bah voilà, tu vois, regarde, à force d'être pénible, ton père il est parti ou ta mère elle fait la gueule. Sauf qu'en fait, c'est pas l'enfant. Je veux dire, l'enfant, juste, il vit ce qui est en train de se passer. Et oui, vous avez raison. Hein, effectivement, c'est un super outil, cette idée de toujours revenir vers soi. Même quand tu es au feu rouge et que tu as un mec qui klaxonne et que tu t'énerves tout seul dans ta voiture, tu peux te dire, mais qu'est-ce qui fait que ça me touche comme ça? Et puis, il y a des matins où tu vas te dire, bah, allez, mais passe devant, je m'en fous. Et c'est notre état émotionnel. C'est jamais l'autre, en fait. Hein. Ça raconte d'abord un truc sur nous-mêmes et jamais sur les autres. Ouais, moi je crois que c'est la première fois que j'ai ouvert les yeux, c'était là-dessus, sur le côté route, voiture, pour tous les gens qui ont des longs trajets ou en tout cas des trajets en voiture pour aller travailler. Je trouve que c'est une super école, ce trajet en voiture. Et quand on prend du recul justement et qu'on se rend compte que des fois des trucs nous touchent ou d'autres non, c'est le début de la compréhension de pas mal de trucs. Je voudrais qu'avant qu'on parle de l'hypnose en particulier chez l'enfant ou l'adolescent, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, dans quel cas on peut se dire tiens, je vais consulter un spécialiste, un psychologue ou un psychiatre pour mon enfant? Parce que je me demande si c'est très clair aujourd'hui dans la tête des gens. Je me demande s'il n'y a pas encore un peu d'appréhension ou une crainte du jugement de se dire si je vais chez un spécialiste avec mon enfant, ça veut dire que mon enfant il a un problème aux yeux des autres et ça je peux pas. Alors, moi, je ne vais pas parler des psychologues et des psychiatres, je vais plutôt te parler, puisque moi, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale et formée en hypnose. Même si, voilà, pour travailler, avoir travaillé avec des années, mais je voudrais pas faire d'impair. Mais en tout cas, aller voir un professionnel de l'accompagnement. Il y a énormément de motifs, en fait. Hein. Ça peut être une difficulté pour son enfant à gérer ses propres émotions et du coup, à se mettre dans des états pas possibles et à en souffrir. Du coup, ce qui est important, moi, je pars toujours aussi la question, c'est toujours, est-ce que c'est un problème pour votre enfant? Parce que c'est important aussi pour que l'enfant, il s'engage dans l'accompagnement. Ça peut être des problèmes plus tangibles comme l'énurésie, le pipi au lit. Et ça, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent dire, bah là, moi, j'en peux plus parce que je peux pas aller dormir chez mes copains, je peux pas partir en classe de découverte. Et donc là, on est souvent sur des problématiques dans lesquelles les enfants vont exprimer très clairement qu'ils ont envie que ça change pour eux. Alors bien sûr, on fait toujours attention qu'il n'y ait pas un problème médical qui vienne expliquer cette énurésie. Mais s'il y a une exploration médicale et qu'il n'y a a priori pas de difficulté, on va pouvoir aller travailler plutôt sur le versant émotionnel, effectivement. On peut travailler sur toutes les formes de peur. Peur de la séparation, peur du noir, les phobies. C'est très vaste finalement, toutes les problématiques autour de la confiance en soi aussi, qui peuvent s'exprimer de différentes manières. En fait, moi, je me posais une question, c'est que si tu veux, moi, je me suis rendu compte en grandissant que, comme beaucoup de gens, j'avais pas mal de trucs qui m'avaient marqué, voire des fois un peu traumatisé, qui avaient conditionné un peu ma manière de vivre en tant qu'adulte. Et je pense que certains de ces traumatismes, voire peut-être la majorité, se sont faits de manière assez silencieuse. Je sais pas si qu'est-ce que c'est correct ce que j'ai dit? Se sont faits de manière silencieuse. Ouais, pour moi, je suis correct. En gros, oui, tu vois, par exemple, le fait de pas savoir parler français, il s'est forcément passé un truc. Une prof de français qui m'a fait du mal. Non, mais en tout cas, voilà, ça s'est fait très discrètement. Où je pense que même peut-être si j'avais eu des parents plus centrés sur moi, ils n'auraient peut-être pas pu l'identifier. Donc, je me demande en gros, est-ce que tu
tu crois que c'est bien d'anticiper ça, c'est-à-dire de se dire, bon, on divorce en ce moment avec Joël, peut-être que le petit, c'est bien qu'on aille voir un psy, même s'il ne montre rien, qu'il ne dit rien. Ou alors, Joël, il est en CE1, on va tout quitter pour habiter à 300 km d'ici, et puis il va perdre tous ses potes, et puis il verra plus ses grands-parents qu'il voyait tous les mercredis. Même s'il dit rien, je vais voir un professionnel. Tout le monde s'appelle Joël. Oui. Non, mais est-ce que ça se fait aussi comme ça ? Est-ce que ça vaut le coup de tenter au Oui, moins, quand il y a des événements familiaux aussi. Parce que je me dis, est-ce que ça se voit à chaque fois quand un enfant en a besoin ? C'est ça en fait. Quand un enfant en a besoin, très souvent quand même, il y a une modification du comportement dans le quotidien. D'accord. Que ce soit à la maison, que ce soit où ça va être un problème qui est clairement exprimé. L'énurésie, par exemple, là, on en parlait à l'instant. Moi, après, ma position, qui est absolument pas une vérité, ma position, c'est que à vouloir trop anticiper, on se fait un peu des nœuds au cerveau pour rien quand même. D'accord. Et tu vois, pour moi, ça parle plutôt peut-être de l'inquiétude du parent de vouloir absolument protéger son enfant de tout type de difficultés, traumatismes, tu vois, que ça pourrait générer. Alors qu'en réalité, ils sont beaucoup plus forts quelque part, enfin beaucoup plus. Il y a parfois des événements familiaux tels que des séparations, des choses comme ça, qui sont peut-être pas forcément mal vécus par l'enfant. C'est ça que je veux dire. Non, et quand bien même, en fait, si tu veux, moi, le souci que je vois là-dedans, c'est que à vouloir trop anticiper, on envoie inconsciemment le message que je te sens trop fragile pour pouvoir supporter ce qui est en train de se passer. Je pense que tu n'as pas les épaules du haut de tes 2 ans, 6 ans, 7 ans pour supporter ce qui s'est passé. Okay. Et je trouve que c'est un peu dommage. Tu vois, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre des mots sur ce qui se passe. Là, tu vois, là, on va devoir déménager à l'autre bout de la planète. Moi, ça me rend triste. C'est toujours revenir à soi, tu vois, et parler de, moi, en tant que maman, ça me rend triste ou ça m'inquiète. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Et de lui dire, mais voilà, si tu as besoin, tu peux en parler. Mais je suis confiante. Et si j'ai pris cette décision, c'est parce que telle et telle et telle et telle raison. Et puis, on verra, tu vois. Mais moi, je suis plutôt du style à dire, voilà, mettons les mots et disons les choses telles qu'elles sont. Et focalisons-nous sur la partie de l'enfant qui est forte, en fait. Et pas sur celle qu'on croit fragile. D'accord. En fait, parce que là, c'est vraiment nos projections à nous, tu vois. Je viens de faire une auto-analyse. Quand je t'écoutais parler, je me disais, c'est clair que c'est ça, en fait. Je pense que j'ai tellement, je pense, manqué quelque part d'attention à ce niveau-là, émotionnel, quand j'étais petit, que là, je projette un peu sur mes enfants des choses que moi-même j'ai vécues en me disant, tiens, il faut que je fasse attention à ceci, cela. Et je pense que ça m'arrive très, très souvent pour essayer de compenser ça. Le simple fait de te poser la question, pour moi, c'est que cette attention attentionnelle, elle y est probablement. Sinon, tu ne te poserais pas la question, en fait. Tu vois ? Oui, j'espère. Moi aussi, j'espère pour toi. Pour moi, c'est plus facile, Isabelle, parce que j'ai pas d'enfant. Donc forcément, le sujet est quand même plus simple. C'est quoi le truc à 4 pattes dans ton salon ? C'est Joël. Juste... le fameux. Juste, Isabelle, moi, j'aimerais savoir, l'hypnose, est-ce que tous les enfants, tous les adolescents et même tous les adultes sont réceptifs à ça ? Est-ce que n'importe qui... Je te parle pas du tout de l'hypnose spectacle, hein, je te parle vraiment de l'hypnose thérapeutique. Est-ce que c'est efficace, en tout cas, sur tout le monde, ou est-ce qu'il y a des gens chez qui ça marche pas du tout ? Alors, tout le monde est réceptif. Tout le monde. Sinon, ça voudrait dire que c'est un robot qui n'est pas capable de ressentir, d'avoir des émotions, etc. Donc, tout le monde est réceptif. Mais on va avoir ce qu'on appelle une suggestibilité différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très suggestibles, donc des gens qui vont être très réceptifs aux suggestions que l'hypnothérapeute va faire, par exemple. Il y a et après il y a une grosse moyenne des gens qui sont suggestibles de manière classique et qui vont pouvoir se faire accompagner sans souci, et une petite partie des gens qui vont être un peu moins suggestibles ou qui vont avoir davantage de résistance. Mais pour autant, ces personnes-là, pour peu qu'il y ait un vrai lien de confiance avec la personne avec qui elles sont, qu'elles soient engagées aussi dans l'accompagnement, parce que ça, c'est important, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un lien de confiance, mais si la personne, elle vient juste dans l'idée de tester pour voir si le thérapeute est bon, à un moment donné, déjà, nous, on va vite le voir, et puis ça n'a aucun intérêt, parce que du coup, la personne va elle-même bloquer
ce qui pourrait se passer pour elle, ce qui est quand même un petit peu dommage. Mais tout le monde va pouvoir être réceptif à l'hypnose. Tout le monde ne va pas forcément rentrer en état d'hypnose de la même manière. Et on ne va pas accompagner non plus de la même manière. Il y a et même parmi les hypnothérapeutes, il y a plein de manières différentes de travailler. Il y en a beaucoup qui vont travailler. Vas-y, non, j'allais dire, est-ce que tu peux nous en donner une, par exemple, un exemple hein, qui est une technique que tu utilises ou qui est assez répandue? Ouais, alors, une technique qui est assez répandue, que moi, je n'utilise pas du tout, ça va être de travailler... Hyper drôle, ça. Je suis dans le mille, moi. Une technique que je déteste. Bon, je vous la donne. Mais parce que même Joël, il rigole, regarde. C'est vrai que parce que c'est très répandu. Alors, je dis pas que ça fonctionne pas, mais moi, ça me parle pas, en fait. C'est vraiment de se caler sur un protocole. C'est-à-dire de se dire, bah voilà, il y a telle difficulté, je vais utiliser tel type de métaphore et je vais accompagner l'autre sur un voyage hypnotique avec une voix, tu sais, c'est peut-être ça que tu as vécu, Greg, quand tu disais, ça m'a fait penser à de la méditation, mais... oui, c'est assez posé. Vous n'entendez que ma voix. Et là, vous entendez ma voix. C'est ça. Et petit à petit, moi, ça, je peux pas. Moi, ça me fait rire, en fait. Un accompagnement comme ça, je trouve ça insupportable. Donc, je ne travaille pas comme ça. Je dis pas que ça fonctionne pas, parce qu'il y a plein de gens pour qui ça fonctionne très bien. Mais moi, ça ne me convient pas. J'ai pas appris non plus l'hypnose tout à fait comme ça. Et j'ai encore plus déconstruit après dans ma propre pratique. D'accord, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu fais toi ou tu préfères le garder en surprise Non, moi je peux te dire comment je fais moi. C'est-à-dire que nous aussi, moi dans l'école dans laquelle je me suis formée, on a aussi appris des protocoles qui s'appuient beaucoup d'ailleurs sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc c'est un petit peu un mix des deux. Donc oui, on a des protocoles qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, où on va accompagner la personne à vivre une lévitation de main. C'est-à-dire que vraiment, on va venir se focaliser, raconter, faire des suggestions. On va vraiment être au niveau du langage, du ton qu'on va utiliser, des mots qu'on va choisir, où on va faire en sorte, si tu veux, la suggestibilité, c'est de dire certaines choses, de proposer certaines suggestions que l'autre va s'approprier et va pouvoir vivre à son tour. C'est-à-dire que si je t'accompagne et que je suggère d'une certaine manière que petit à petit, au fur et à mesure que tu vas rentrer dans un état d'hypnose, la main va devenir de plus en plus légère. Et puis, il y a des techniques, du coup, où tu vas venir ratifier ce qui se passe. C'est-à-dire que ratifier, c'est par exemple si il y a un doigt qui bouge un tout petit peu, tu vas venir dire, et souvent, ça commence par un doigt qui bouge. Et en fait, parce que c'est pas du tout magique, hein, l'hypnose, concrètement. Oui. On l'a pas dit ça, mais tout le monde pourrait faire de l'hypnose. C'est uniquement des techniques de communication qui vont permettre d'accompagner l'autre dans un état modifié de conscience. D'accord. Et donc, quand tu vois ce doigt qui bouge, par exemple, et que tu dis à la personne, et souvent ça commence par un doigt qui bouge, la personne à l'intérieur va se dire « Waouh, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer ». Et donc, ça crée quelque chose chez la personne et tu ratifies ce truc-là aussi. Et donc, la personne a vraiment l'impression, tu vois, que c'est toi petit à petit qui est en train de créer ce truc-là. Sauf qu'en fait, tu te contentes, entre guillemets, alors je vais peut-être me faire un peu détester par mes collègues, mais bon, moi je le pratique, puis ça fonctionne très bien, donc, voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça permet à la personne qui, elle, ne sait pas comment ça fonctionne, de vivre parce que justement, ce que je suggère, la personne est en train de se l'approprier et est en train de vivre cette expérience. Après, concrètement, ce que la personne vit, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'effectivement, et pour l'avoir vécu aussi quand j'ai été accompagnée comme j'avais besoin d'être accompagnée, effectivement, quand tu sens que tu as la main qui commence à se lever et que tu as vraiment l'impression que tu ne contrôles rien, et d'ailleurs, on pourrait dire que tu contrôles rien d'une certaine manière, parce que c'est comme si cette partie du corps, en fait, se dissociait, comme si elle ne t'appartenait plus. Ouais. Tu vois. Et d'ailleurs, le praticien va choisir un langage un peu plus dissociatif. Par exemple, on ne va pas dire « et votre main », on va dire « et la main ». Tu vois, et ce type de vocabulaire choisi va aider aussi la personne à ressentir sa main inconsciemment comme si elle était... c'était pas forcément la sienne. Et donc, c'est vraiment... ce sont des expériences qui peuvent être très fortes, très puissantes, très belles, quoi. Tu vois, moi, j'aime beaucoup, par exemple, travailler debout. Moi, j'aime bien pratiquer une hypnose qui soit dynamique aussi, et notamment avec les ados, parce que quand il y a un ado qui arrive et puis on sent que franchement, là, il aurait préféré
dormir, faire la grasse mat pendant ses vacances plutôt que de venir me voir, tu vois. Ouais. Donc, j'essaye déjà de calibrer ça assez vite au début pour lui dire, bon, là, je comprends bien que ça te fait chier d'être ici, mais bon, maintenant, tu es là, donc autant qu'on fasse quelque chose. Et donc, du coup, très souvent, je vais travailler debout parce que le fait d'être debout, forcément, on est plus engagé que si on est avachi Ouais. dans un siège relax, quoi. Bah ça, tu vois, moi, Et- ça m'attire bien la façon dont tu le dis, tout ce Ouais. que tu viens de décrire. C'est là que je me dis, ouais, c'est peut-être intéressant que j'essaye autre chose. Et pour la petite anecdote, tu vois, l'hypnothérapeute que j'étais allé voir, elle faisait effectivement, il y avait de la musique calme et elle parlait tout doucement, comme ça. Mais en fait, c'était en plein Paris. Elle était sur un des plus gros boulevards. Ah oui, donc, Et donc, en fait, au bout d'un moment, mais souvent très vite, j'entendais que les. Et donc, j'entendais. Et là, vous imaginez. Et quand vous. T'as une autoroute. Et donc, je ne comprenais même plus ce qu'elle disait. Donc, c'était dur de Ouais. rentrer dedans. Quelque chose de dynamique, ça me parle un peu plus. Est-ce soit que- dynamique, soit quelqu'un pardon, qui va utiliser les bruits environnants. Parce que ça c'est rare d'avoir un cabinet dans lequel tu sois parfaitement au calme. Donc, tu peux aussi, dans ce que tu suggères, dire, et peu importe finalement les bruits qu'il y a autour, vous allez pouvoir rester centré sur ce que je vous raconte. Et rien que le fait de dire ça, ah, ok, tu vois, c'est-à-dire que Ouais. tu permets à la personne la personne ne va pas se dire, merde, j'entends que les bruits de bagnole et je Ouais. peux pas lui dire, ça craint, tu vois. Ouais, bien sûr. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on évoquait des exemples pour aller voir un accompagnant, donc les problèmes d'anurésie, non, énurésie. 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 Donc quand on Ouais. fait pipi au lit, des choses comme ça. Est-ce que c'est des exemples que tu donnais en rapport avec l'hypnose ou est-ce que tu as d'autres exemples de situations que les parents n'arrivent pas à régler avec leur enfant ou adolescent pour lesquels l'hypnose en général, est un bon outil? Est-ce qu'il y a vraiment des cas particuliers? Alors, c'est peut-être pas la situation, c'est peut-être plus le profil de l'adolescent ou de l'enfant, ou Ouais. les deux, je sais pas. Par rapport, autre que l'énurésie, tu veux dire? Oui. Oui, Pour- par exemple, si tu prends un adolescent, Isabelle, un adolescent pas forcément fait pas de l'énurésie. Je sais pas si ça se dit cette phrase, mais si, tu si. vois, mais Si, ça se dit. dans quel cadre, tu vois, par exemple, l'adolescent consulte, vient te voir pour. Ouais. Et Dans quel cas l'hypnose en fait est plus adaptée encore qu'un accompagnement dans lequel on parlerait de manière classique. Toutes les problématiques de confiance en soi, par exemple. D'accord. Mais après, je sais pas si c'est plus efficace. C'est que l'outil et la manière de travailler sont différents. C'est-à-dire que en psychothérapie classique, avec un psychanalyste, souvent, enfin, on va souvent aller parler pour remonter dans le passé, comprendre ce qui s'est passé, etc. Ce qui peut être très utile. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre. Moi, ça me correspond bien moins et c'est pour ça que je travaille différemment parce que moi, je vais plutôt aller vers une approche solutionniste, c'est-à-dire qu'on part du problème, quel est le problème aujourd'hui, vers quoi vous avez envie d'aller et on va pouvoir faire des sauts dans le passé, bien évidemment, parce que parfois, ce que je disais tout à l'heure au début, parfois on se rend compte qu'il y a une émotion d'il y a 10 ans qui est restée bloquée là et puis qui nous empêche d'avancer parce que chaque fois qu'on revit une situation qui inconsciemment ou consciemment d'ailleurs nous rappelle ce qu'on a vécu, pouf, il y a un truc qui se bloque. La peur de parler en public est une des peurs les plus répandues dans le monde, hein, par exemple. Mais chez les ados, les problématiques de confiance en soi, la difficulté, un truc qui revient très souvent, c'est tout ce qui est autour de la concentration et au niveau de la scolarité. Et donc là, on va pouvoir s'amuser aussi. Moi, j'aime beaucoup les accompagner à mettre du concret sur ce qui se passe dans leur cerveau. C'est-à-dire comment ton cerveau est organisé. Et on part souvent d'une émotion, par exemple, tiens, comment tu te sens quand tu te fais interroger? Oh là là, c'est tout noir dans mon cerveau. Ok, c'est tout noir dans ton cerveau. Et juste avant, c'est comment? Alors souvent, ils n'y ont jamais réfléchi, hein, bien évidemment, mais il y a souvent une image qui vient. Oui, non, en tout cas, c'est pas tout noir. Ok. Et donc, du coup, quand c'est tout noir, est-ce que, de quoi tu aurais besoin, toi? J'aurais besoin qu'il y ait un petit peu de lumière quand même. Ok. Est-ce qu'il faudrait que tout ton cerveau soit éclairé ou juste une partie? Et donc, on va explorer comme ça. Donc là, on part uniquement dans l'imaginaire. Pour le coup, là, il n'y a même pas besoin d'hypnose formelle. Mais pour autant, on va accompagner l'ado à mettre des mots, à trouver une représentation plus concrète de ce qui se passe pour lui. Et puis après, on va pouvoir l'associer. Je me souviens
d'un jeune qui avait très souvent vivait beaucoup de situations d'injustice. En tout cas, lui le ressentait comme ça. Et donc, il pétait un plomb à chaque fois. Et sa maman, notamment, disait mais c'est pas possible, il se fait coller tous les 3 jours, il se passe un truc, alors que c'est un gentil garçon. Et donc, lui, on sentait bien qu'il était peiné de ça. Il disait mais moi, j'en ai marre dès qu'il se passe ce truc-là, pouf, voilà, pouf, il y a un truc qui vient et je peux plus me contrôler. Voilà. Bah, là, typiquement, tu vas pouvoir accompagner en disant ok, ce truc-là, pouf, tu le ressens où? Qu'est-ce qui se passe? Juste avant, c'est comment? Et on va pouvoir s'amuser et travailler à venir mettre des indicateurs. Ok, bah, c'est-à-dire que quand le truc là, quand tu le ressens là, est-ce que tu peux encore l'arrêter? Ah non, quand je le ressens là, c'est déjà trop tard. Là, je contrôle plus rien. Ok, si tu reviens juste avant, ce que tu ressens, etc. Et pour mettre peut-être un signal, tiens, comment tu pourrais savoir que bah, je pourrais, je sais pas, mon cerveau pourrait m'envoyer tel mot, par exemple. Ok, bah, on peut tenter ce truc-là. Et on va créer avec l'ado des stratégies pour qu'il puisse être autonome, en fait. Moi, mon objectif, c'est vraiment ça. C'est d'explorer avec eux comment ils fonctionnent. Et c'est pour ça que je pose beaucoup de questions et que je disais au début, moi, je pourrais faire une séance complète sans savoir de quoi on parle et de ne faire que poser des questions parce que c'est ça qui va permettre à l'autre de créer sa propre présentation. Que si je lui dis, eh bien, imagine, tu es sur une plage, nanana, peut-être qu'une plage, c'est pas un lieu qui va être synonyme de détente, par exemple. Parce qu'il peut avoir un souvenir pourri. Si s'est fait attaquer par un requin l'année d'avant, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est génial, c'est vraiment des techniques hyper ludiques, en fait, même pour l'adolescent. Enfin, moi, j'ai envie de voyager dans le temps, de retourner adolescente et de faire une consultation avec toi, Isabelle. Tu peux en tant qu'adulte. Bah, tu sais, même avec les adultes, hein, après, moi, j'ai des noms de collègues, vous direz où vous êtes tous les deux, mais j'ai des noms de collègues qui doivent travailler comme ça, que je peux vous proposer. Mais on peut travailler aussi comme ça avec les adultes. L'inverse n'est pas vrai. Je trouve que si on prend typiquement ce que tu as vécu, Greg, je pense que pour un enfant, ça pourrait être un peu barbant quand même. Alors que ces techniques très ludiques, alors selon le type d'adulte, voilà, on va l'amener de manière un peu différente. Mais c'est très chouette de travailler comme ça aussi avec les adultes parce que ça amène, voilà, encore une fois, du dynamisme. C'est ce que je sens moi personnellement en t'écoutant depuis tout à l'heure, c'est qu'on sent qu'il y a quand même une notion, enfin il y a beaucoup d'intelligence, tout ça est fait avec une certaine adaptabilité, on voit qui on a en face, il y a une honnêteté aussi, il y a une volonté de s'adapter au mieux à qui on est en face pour pas justement imposer une technique qu'on a apprise et qui va faire que derrière la personne va se dire ok, soit c'est génial, soit ça ne parle pas du tout. Pour finir, je me dis qu'on pourrait juste glisser peut-être sur un mot, alors ça va revenir avec ce qu'on a dit tout à l'heure, mais glisser un mot sur les enfants ou les adolescents qui vont pas bien. Alors ça c'est pareil, moi je suis jeune papa entre guillemets, parce que mon fils a 7 ans, ma fille elle a bientôt 6 ans. En fait... j'ai l'impression que des fois, quand on n'a pas justement cette habitude de comprendre les choses ou de se poser des questions, on ne sait pas forcément lire quand nos enfants ne vont pas bien. C'est-à-dire que nous, des fois en tant que bon adulte, j'ai un cerveau d'adulte qui comprend que des choses d'adultes, si notre enfant il fait une crise parce qu'il n'y a plus de yaourt à la vanille, on va juste se dire c'est un enfant qui fait une crise parce qu'il n'y a plus de yaourt à la vanille. Point. Et s'il fait des crises, comme on va les qualifier souvent, s'il fait souvent ce genre de crise ces derniers temps parce qu'il n'y a plus de ceci, plus de cela, on va se dire peut-être c'est son caractère ou qu'est-ce qui lui arrive ou juste il est chiant, pardon. Et on oublie des fois que les enfants sont juste... il y a plein d'émotions qui les traversent et eux-mêmes ne savent pas toujours ce qui se passe. Et que justement, péter les plombs parce qu'il n'y a plus de yaourt à la vanille ou autre, ça peut juste vouloir dire il y a quelque chose qui me préoccupe en ce moment ou qui me rend malheureux, malheureuse. Et ce serait bien qu'on arrive à l'identifier. Et quelle est ta question? Oui, non, mais c'est... Est-ce qu'il reste des yaourts à la vanille? C'est ça la question. Non, mais je me disais... Pour éviter la crise. je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça qui peut guider les parents, même quand un adolescent? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que notre lecture, elle peut être vite... erroné ou trop simple, on se dit juste mon enfant entre guillemets est chiant comme je disais ou pas, mais on est d'accord que quelqu'un qui a l'air
soit un enfant qui fait des crises tout le temps, soit un adolescent qui a l'air malheureux et désintéressé de la vie familiale et qui est tout le temps dans son coin. Il y a une alarme. On peut pas s'arrêter en se disant c'est son caractère ou il est bien comme son père ou son grand-père était pareil, laissons tomber quoi. Moi, je crois que la clé là-dedans, c'est la communication. C'est-à-dire que tu vois, quand tu dis un ado qui est désintéressé de la vie familiale, c'est est-ce que toi, en tant que parent, tu t'intéresses suffisamment à ton ado, mais pas juste en mode où en sont tes notes, qu'est-ce que tu fais, etc., mais comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu vis? Qui sont tes amis? Et je pense qu'à tout âge, c'est de prendre un temps et d'essayer de préserver. On parlait tout à l'heure du quotidien qui peut nous dépasser aussi parce qu'il y a le boulot, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a la maison à ranger, parce qu'il y a les courses à faire, etc. Et que très souvent, on se laisse embarquer et envahir par ça au détriment et qu'on est toujours en train de dire au détriment des enfants et qu'on est toujours en train de leur dire dépêche-toi, oh mais c'est bon, tu vas faire un caprice pour ça, on fera ça tout à l'heure, non mais plus tard, là tu vois bien que je fais autre chose, etc. Et finalement, parfois, ce sont des enfants qui, à un moment donné, vont lâcher l'affaire parce qu'ils ont tellement demandé, il n'y a tellement pas eu de réponse ou de on le fera plus tard, et puis le plus tard n'est jamais venu ou pas comme ils en auraient eu besoin, que effectivement, ça peut être, je vais faire des crises régulièrement et ça peut témoigner d'autres choses. Donc, pour moi, vraiment, la clé, c'est ça, c'est la communication. C'est déjà de ne pas essayer de comprendre ce qui se passe pendant qu'il y a une crise, parce que de toute façon, là, c'est l'émotionnel qui prend le dessus, qui prend toute la place, et donc la partie rationnelle ne va pas être en capacité, surtout selon l'âge de l'enfant, de pouvoir poser des mots sur ce qui se passe. Mais par contre, à un autre moment de la journée, et peut-être pas forcément au moment du coucher d'ailleurs, parce que selon ce qui peut se dire, ça peut ne pas être tout à fait agréable, mais voilà, 1 heure ou 2 heures avant, ou le lendemain matin, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu te souviens là? Qu'est-ce qui fait qu'à ce point, tu exploses comme ça? Comment on pourrait faire? Est-ce que c'est OK pour toi de réagir comme ça? Parce que moi, ça m'ennuie parce que quand tu fais ça crée de la colère en moi, par exemple. Et on peut poser des mots sur soi aussi en tant qu'adulte. Et je crois que nos enfants, de toute façon, grandissent en nous imitant. Et je pense que si nous, en tant qu'adultes, on s'autorise à dire à nos enfants ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce que ça nous fait vivre, leur comportement, sans leur reprocher, mais juste factuellement. Tu sais, quand tu fais ça, moi, ça me crée de la colère parce que je n'aime pas quand on crie, parce que j'aime pas quand on a ce type de relation, et du coup, je me mets en colère. C'est difficile pour moi parfois de me contrôler, mais après, je regrette. Et j'aimerais bien, moi, que ça puisse changer. Toi, qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Et puis, le décorréler aussi, c'est-à-dire que rentrer d'une journée de boulot sans attendre la crise du manque de yaourt, mais de pouvoir dire, d'exprimer ce qui se passe pour soi et de pouvoir dire, là, j'ai vraiment passé une mauvaise journée, donc je risque d'être désagréable. Ça n'est pas du tout contre vous, mais j'ai besoin, par exemple, là, j'aurais besoin de 15 minutes tranquille, sans que personne me parle. Et puis ensuite, on prendra un petit temps. Est-ce que c'est OK? Tu vois, de venir mettre des mots sur ses émotions et sur les besoins qui sont derrière. Et je pense que quand l'adulte fait ça, l'enfant, par imitation, apprend à le faire aussi. Je suis très content qu'on finisse avec ça parce que je me doute que ça doit être déjà très, très clair ou très logique pour beaucoup de gens, mais venant d'une famille sans faire de reproches, dans laquelle il n'y avait pas de communication, et je ne pense pas être le seul, et aussi étant ici d'une époque où en tout cas autour de moi il y avait vraiment le monde des adultes et le monde des enfants, et les adultes se considéraient évidemment bien supérieurs à l'enfant, et nier un peu, mais non, tu t'es pas fait mal, arrête, mais non, t'es pas triste, fais pas ça, voilà, il fait son intéressant. Enfin, on était très vite, tout était très simplifié, il n'y avait pas de communication avec l'enfant, et c'est ce qui crée après d'énormes souffrances, et c'est ce qui fait que quand on est adulte, on se connaît pas soi-même et qu'on peut manquer de confiance en soi. Mais juste rappeler ce basique, prendre du temps pour ses enfants, pour échanger avec eux même quand c'est difficile, exprimer ses propres émotions pour qu'ensuite en miroir ça puisse exister en face. Ça m'a fait plaisir que tu dises tout ça parce que en fait, c'est comme si ma vie défilait et je me suis rendu compte que oui, ça marchait. Puisque mes enfants aujourd'hui, c'est des enfants qui grandissent absolument pas comme moi j'étais et qui parlent très souvent de leurs émotions, qui vont très souvent dire « Mais papa, j'ai de la colère, c'est pour ça que j'ai dit ça à mon frère, mais je voulais pas, mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, j'étais trop énervé. »
Et puis le petit voilà. et le grand frère en face qui va dire ah d'accord, bon bah d'accord, mais moi tu sais ça m'a fait de la peine quand t'as Il est dit ça. mignon. Et je me dis wow, mais c'est quoi ces enfants? Ils Ouais. parlent de leurs émotions, ils s'expliquent. Ouais. Alors qu'avec ma sœur c'était je te tire les cheveux, toi je te cogne contre la cuvette des toilettes et puis c'était fini. Non, mais merci énormément, Isabelle. Donc, merci pour ces mots, c'est super important. Voilà. On sait que tu as attendu un rendez-vous, donc on va te libérer parce qu'on n'est pas des séquestrateurs. On n'est pas des bêtes. Et je voulais surtout te remercier, Isabelle, pour nous avoir appris le mot suggestible, que je vais dire à toutes les sauces. Parce que j'ai appris un nouveau mot et que c'est comme ça, quoi. Bah moi, c'est énurésique, je vais dire tout le temps. Bon, bah écoute, les écoute. gens vont adorer dialoguer avec nous. Et ben écoute, merci énormément, Je sais pas s'ils Isabelle. vont vous remercier. Merci à tous les deux. Et juste quand même, parce que je voudrais juste rebondir sur ce que tu as partagé, Oui. Greg, merci pour ça. Parce que je trouve que ça peut te permettre peut-être aussi d'avoir une lecture un peu différente justement de l'éducation que tu as eue et qui te permet aujourd'hui de proposer l'éducation que tu proposes à tes enfants. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, parfois à vouloir protéger les enfants de tout, ça les empêche aussi de développer leur propre résilience et leur propre capacité d'aller chercher d'autres ressources qui peuvent être très chouettes derrière aussi. Eh ben C'est merci Isabelle, je t'ai trouvé très suggestible. Ça me manquait d'énurésie, mais bon. La prochaine fois, pour le prochain podcast, allez. On met en lien en Merci. tout cas de Kiddy Mind absolument partout. Si vous voulez voir le travail d'Isabelle, n'hésitez pas. On t'embrasse Isabelle, on se permet. Maintenant, on est copains comme cochons. Merci pour tout. Avec plaisir. Bisous, Merci Isabelle. à tous les deux. Merci. À très bientôt. Salut. À bientôt, Ciao, ciao. merci, ciao. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps cordialement.